אהבה כמו שלנו נוגעת רק פעם אחת בחיים, בחיים כמו שלנו זה קשה להחזיק פה ביחד שנים. היא עושה לנו רעש ואז מלטפת כמו גלים, היא יודעת לגעת ועד שהגעת לא נגעו בי שנים כמו שבי נגעת את מה שבפנים לא יסבירו גם 1000 שירים. אתה באת קורא איתך מנצח הכל בחיים. Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Hamdouni, médecin généraliste marocaine à Boujda. Alors on est dans la deuxième partie de notre live consacrée à la toxicité familiale et professionnelle. Alors qu'on a reçu une question très pertinente par rapport à la toxicité familiale et professionnelle. Et je pense qu'il y a un monsieur qui s'appelle Abdel qui nous a posé la question. Une question par rapport à la toxicité de son directeur. Et puis je lui ai posé la question, ça fait combien de temps que tu travailles chez lui? Il m'a dit 2 ans. Donc je pense que 2 ans c'est largement suffisant pour penser à changer de profession. Mais le changement de métier, pas le changement de métier, le changement d'établissement nécessite une préparation depuis le premier jour que tu as mis les pieds dans cette boîte, ok? C'est très important. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre ensemble un point très important. Quand j'ai demandé à ce monsieur, quand je lui ai dit que le directeur a une grande expérience et il est capable, s'il a bénéficié d'une formation en psychologie ou s'il a étudié dans une faculté vraiment très, ou dans une école de management, de gestion, de business intelligence qui est très, très bien développée, on peut même solliciter un médecin psychiatre pour donner des cours de psychologie et de psychiatrie aux étudiants pour pouvoir bien comprendre comment manipuler le client. Également dans la branche des ressources humaines ou dans la spécialité de ressources humaines, il faut absolument que l'étudiant ou le professionnel de santé qui fait ce diplôme de ressources humaines, il faut qu'il étudie quoi? La psychologie et la manipulation. C'est important. Parce que pour gérer un personnel ou pour gérer juste un petit personnel d'un magasin, il faut apprendre à manipuler ces gens. Tu peux pas gérer sans manipuler. Tu peux pas, c'est impossible. D'accord? Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que certains directeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ou certains managers, qu'est-ce qu'ils font? La manipulation est une matière dans les sciences politiques. Bravo. Bon, je savais pas ça, monsieur Meyès, mais je l'imaginais. Alors toi, tu souffres de la toxicité de ton directeur. Je lui ai dit que sûrement, il y a quelque chose en toi qui t'a poussé à sentir cette toxicité qui peut très bien exister comme ça peut être qu'une simple perception. Juste une impression. Tu as l'impression que tu es manipulé. Tu as l'impression que tu es victime de toxicité. Tu as l'impression que tu es ciblé. Peut-être que tu es paranoïaque. Peut-être que tu es schizophrène et que tu as un délire de persécution. Ok? Donc il y a plusieurs peut-être. Il y a plusieurs probabilités, il y a plusieurs explications. C'est pour ça que nous, en médecine générale, qu'est-ce qu'on fait? On ne juge pas. On ne juge pas. On ne donne pas notre avis par rapport aux gens qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est ça, être respectueux. Plus tu donnes des jugements, tu portes des jugements sur les autres, moins tu es respectueux. Il faut toujours garder ça dans la tête. Et si tu passes toute ta journée à traiter, critiquer les gens, tu es malade. Tu n'as pas de vie. Bien. Je vous dis ça pour vous préparer et ainsi vous allez comprendre pourquoi je ne réponds pas à ce que je ne connais pas, ce que j'ignore. Bien. Alors, toxicité, deuxième partie, toxicité familiale et professionnelle. Premièrement,
C'est quoi la toxicité? C'est quoi? La toxicité, c'est que tu vas très bien, ok? Et à un certain moment, il y a quelqu'un, je vais faciliter les choses pour vous, les simplifier pour que ça soit bien compris. Il y a quelqu'un que quand tu la vois, tu as envie de décéder, tu as envie de mourir, tu n'as plus envie de continuer à exister, tu perds ta confiance en toi. La toxicité, ça touche la confiance en soi. Tu as du mal à te sentir à l'aise. Tu souffres, c'est de la souffrance. Mais quand quelqu'un est toxique et que cette toxicité te pousse à te sentir, te pousse à souffrir, il faut que tu te poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui me fait souffrir? Il faut toujours savoir que c'est la manière dont tu réfléchis et la manière dont tu analyses les choses, c'est ça qui fait mal. Est-ce que vous voulez des exemples ou est-ce que vous voulez que je continue mon explication? Est-ce que vous voulez des exemples? Comment ça? C'est moi qui me fait souffrir. Est-ce que vous voulez des exemples? À vous la parole. Oui, Jeanne a dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut des exemples? Pour savoir que c'est toi qui te fais souffrir. Vous voulez pas savoir? Pourquoi vous répondez pas? Oui, très bien. Très bien. Alors, une personne toxique. Moi, à l'âge de 10 ans, il y avait beaucoup de gens qui étaient toxiques. À l'âge de 20 ans, je suis devenue immunisée contre beaucoup de gens. Donc, le nombre a diminué, ou la toxicité a diminué. Actuellement, je pense que c'est moi qui est devenue toxique. Quand tu développes de l'immunité émotionnelle et de l'intelligence émotionnelle, et surtout de la compliance sociale, vraiment, tu deviens pas toxique, mais si quelqu'un veut vraiment t'injecter du poison, il va se l'injecter. Ok? Tellement vrai, tellement bizarre, mais c'est vrai. Par exemple, si une personne toxique veut attaquer un psychiatre, encore plus développé que moi sur le plan émotionnel, croyez-moi, il va vraiment... Si un narcissique, pervers narcissique, tente de jouer avec un psychiatre, il va devenir fou. Le pervers narcissique va devenir fou. Pourquoi ça? Parce que quand quelqu'un veut te rendre fou, les personnes toxiques, ce sont des gens qui sont là pour te rendre fou. Ce sont des gens qui sont là pour t'emmerder. Ce sont des gens qui sont là pour te pousser à ne plus avoir confiance en toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement les démasquer. Quand tu démasques, tu es protégé. Tu n'es pas capable de démasquer, tu es ignorant. Tu n'es pas stupide, non, tu es ignorant. Pour lutter contre cette ignorance qui t'empêche d'être immunisé, il faut lutter contre l'ignorance. Très bien. Qu'est-ce que tu ignores? Tu ignores quoi en fait? Tu ignores ton enfant intérieur. Tu ne le connais pas. Tu t'es pas encore réconcilié avec ton enfant intérieur. Tu ne te connais pas. Donc, la personne toxique ou les personnes toxiques qui peuvent nuire à toi sont classées. Il y a des niveaux. Il y a des grands manipulateurs, il y a de petits manipulateurs, il y a des manipulateurs qui sont bien cultivés, il y a des manipulateurs qui sont analphabètes, d'autres qui sont bien scolarisés mais ils ne sont pas cultivés. Okay? Donc toi, ton problème, c'est que tu ne t'investis pas dans la lutte contre l'ignorance sur tous les plans. Par exemple, tu peux très bien être victime d'une toxicité familiale de la part de quelqu'un qui veut te montrer la vraie religion de l'islam, par exemple. Et ce monsieur t'empêche de faire des choses. Pourquoi? Parce que l'islam a dit, l'islam a dit. Tu veux arrêter ce saignement, tu veux arrêter sa toxicité, tu dois lutter contre ton ignorance par rapport à ta religion. Tu ne connais pas l'islam, tu ne connais pas ta religion, n'importe quelle croyance, je respecte tout le monde.
J'ai donné l'exemple de l'islam parce qu'on est au Maroc. Quelqu'un te manipule en utilisant l'islam. Pour arrêter cette manipulation, eh ben, tu dois lutter contre ton ignorance. C'est-à-dire tu dois faire un petit effort pour lire le Coran, pour essayer de comprendre la signification de chaque phrase. Tu dois essayer de solliciter les gens qui ont étudié l'islam, étudié Sharia, les vrais savants. Ok? Tu vas faire un effort pour ne plus rester ignorant. Ça s'appelle l'indépendance intellectuelle. Tant que tu vis, que tu baignes dans l'ignorance et dans la dépendance intellectuelle, c'est-à-dire que si tu as besoin d'une information, tu appelles quelqu'un pour qu'il te donne de l'information, eh bien là, tu vas rester toute ta vie victime de toi-même. Même si tout le monde n'est pas toxique, c'est toi qui vas devenir toxique. Je vais t'expliquer les choses très doucement. Tu es gentil et je suis gentil. Tu es ignorant, je ne suis pas ignorante. Tu es toxique pour moi et je le serai pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait un arrêt de communication entre moi et toi parce qu'il y a un grand écart. On va donner un autre exemple, l'inverse maintenant. Tu es quelqu'un de bien cultivé, moi je suis une bonne ignorante. Tu es quelqu'un de bien cultivé, de gentil et tout, de bienveillant. Je suis quelqu'un de gentil, de bienveillant et tout, mais je suis ignorante. Je serai toxique pour toi et tu seras toxique pour moi. Donc la toxicité ne veut pas dire que tu es mauvais, que je suis mauvaise. La toxicité veut dire que il y a une grande différence entre toi et moi et que ça ne marche pas. Par exemple, si tu me parles de la toxicité professionnelle, tu vas me dire mon directeur est très toxique. Je vais te dire pourquoi. Explique-moi, essaye de me décrire cette toxicité. Tu vas me dire il m'insulte tout le temps. Comment ça, il t'insulte? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que tu n'es pas professionnel. Ce n'est pas une insulte. Ça, c'est une remarque. Mais pourquoi toi, tu l'as pris en tant qu'insulte? Pourquoi tu l'as traité comme étant une insulte? Il t'a dit tu n'es pas professionnel. Il t'a envoyé un email bien respectueux et professionnel et formel où il t'a dit bonjour, monsieur Flan. Il a mis en copie, tu vas dire qu'il est toxique parce qu'il a mis en copie mes collègues et les autres superviseurs. Ben, c'est normal dans le domaine professionnel, dans le domaine des sociétés, des entreprises. Quand on envoie un avertissement, on veut mettre en copie, on veut mettre au courant tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent dans les administrations, surtout dans le secteur privé, hein? Restons loin des établissements de l'État. Je ne veux pas avoir des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, aujourd'hui, qui a déjà travaillé dans une société où il était habitué à recevoir des emails et à répondre à des emails? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, maintenant, qui a déjà été amené à demander, à envoyer un email ou à recevoir des emails? Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais personne ne répond. Peu importe. Dites-moi juste, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ok? Parce que je vais enregistrer ce live sur YouTube. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? À vous la parole. Oui, très bien. Parfait. Quand quelqu'un te dit, quand tu te sens victime de toxicité, quand tu te sens victime de persécution, quand tu te sens victime de maltraitance, de non-professionnalisme, de beaucoup de choses, la première question que tu dois te poser, est-ce que j'ai un problème d'ignorance? Parce que si tu es ignorant, tu vas souffrir toute ta vie. C'est clair. Notre prophète a dit, tu dois continuer à apprendre jusqu'à la mort. Moi, j'ai déjà travaillé auprès d'un établissement privé. Très bien. Alors, madame, vous avez été invitée à répondre à des emails. C'est très normal. Alors, au Maroc, nous avons ce problème-là. Les gens n'ont pas d'email, n'ont pas de boîte d'adresse électronique. Et vraiment, c'est honteux d'avoir des gens que quand tu veux, par exemple, dans leur CV, tu vois, par exemple, il s'appelle Mohamed, tu trouves med123 tiktok@gmail.com. Oui, on vous écoute clairement. D'accord, merci. Est-ce que c'est normal? Salam wa alaykoum salam, monsieur Abdel.
Depuis tout à l'heure, on a parlé de la toxicité professionnelle. Je vais enregistrer le live sur YouTube et vous pouvez revoir toute la rediffusion. Alors, Monsieur Abdel, on est arrivé au point de, avant de juger un personnel ou un directeur toxique, il faut toujours savoir est-ce que nous avons un problème d'ignorance. Ignorance par rapport à n'importe quel point. Plus on lutte contre l'ignorance, plus on est immunisé premièrement de la toxicité et deuxièmement on risque d'être nous-mêmes toxiques. Parce qu'il faut savoir que quand un superviseur te traite mal, pour toi il te traite mal, lui aussi, par exemple moi quand j'étais à Laayoune ou quand j'étais à Casablanca, j'ai été sollicitée pour des consultations de médecine générale, de la part de qui? De la part d'un manager, d'un homme d'affaires. Il souffre de son personnel. Et le personnel souffre du manager. Oui, bien sûr, c'est pas professionnel. D'accord. Alors, pourquoi toute cette souffrance? Parce qu'il n'y avait pas de l'intelligence émotionnelle dans le groupe. Il n'y avait pas de team building, il n'y avait pas de brainstorming, il n'y avait pas de beaucoup de choses. Tu travailles avec des gens, ils sont malades. Tu es un gérant, tu es malade. Dans le domaine professionnel, avant de créer une entreprise, il faut avoir un capital humain, un capital scientifique, un peu capital technique et un capital financier. Capital financier, technique, c'est pas mon affaire, c'est pas mon domaine, pour être honnête. Capital humain, tu dois te réconcilier avec ton enfant intérieur avant de créer ton entreprise. Tu dois traiter les failles que tu as les lacunes que tu as dans ta croissance. Parce que sinon, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Le problème le plus fréquent, c'est le syndrome du sauveur. Tu veux être un manager, très bien, tu as de l'argent, tu as tout ce qui est technique, mais capital humain défectueux, pourquoi? Parce que tu as un syndrome du sauveur, tu veux tout aider, tu veux aider tout le monde. Tu vas faire faillite, c'est clair. Tu es très sympathique avec les gens, tu veux les aimer, les traiter, être empathique avec, tu les comprends plus que leurs parents les comprennent. Il faut jamais comprendre les gens. Il faut être honnête. Point. Il faut jamais être gentil dans le domaine professionnel. Il faut être respectueux et courtois. Les gens, tout le monde est nocif. Si tu cherches la nocivité ou la notion de toxicité, à ce moment-là, tu vas prendre tout le monde comme étant toxique et tu risques de tomber dans la dépression. Pour ne pas déprimer, il faut arrêter la bagnole et se dire tout le monde est beau, la vie est belle. Les gens ont des choses que moi je n'ai pas. C'est quoi cette chose? C'est l'audace. Tu n'as pas d'audace, tu vas souffrir. Et cette audace doit être bien dosée. Tu dois acheter une dosette pour doser l'audace. C'est-à-dire, moi, maintenant, je suis en train de vous parler. Je suis zen dans ma tête, je prends mon café tranquillement, bien allongé, tranquillement, en plein verdure. Mais si je parle à ma maman, je ne vais pas parler de la même façon. Parce que c'est ma maman à moi, ok? C'est mon ange. Je vais exprimer beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Mais si je vous montre maintenant la tendresse et l'amour et tout, je pense que vous allez tous voyager et venir à Bouche-d'Or. Vous allez tous vous exciter. Donc il faut s'acheter, ou se créer. Il faut créer une petite dosette pour vous. Voilà, une petite dosette. Pour doser. On dose tout. Même l'audace doit être dosée. Il y a le problème de l'ignorance, mais malheureusement, on trouve des gens dans des postes de gestion. Oui, madame, ça va. Je veux vous dire pourquoi. L'audace, la zone de confort, la manipulation. Dans le domaine des affaires, c'est la manipulation qui l'emporte. Quand toi, tu es très gentil, Abdel, tu es toujours là? Vous êtes toujours là? Je vais vous poser une question, monsieur Abdel. Tu as passé 2 ans avec un directeur que tu le prends pour quelqu'un de toxique. Oui, d'accord, vous êtes là. Est-ce que tu as un petit problème? Tu t'entends pas très bien avec ta maman ou avec ton papa? Est-ce que tes parents sont décédés? Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Est-ce que avec qui tu t'entends très bien? C'est-à-dire que tu fais un mzien.
tu es en bonne relation avec. Il te comprend facilement. Qui est-ce qui te comprend facilement et aisément? Ton papa ou, ou ta maman, ta maman. En confrontation avec les gens bien instruits dans des postes. Premièrement, puis-je arrêter le traitement de médicaments schizophrénie? Monsieur Khalifa, je vous souhaite un bon rétablissement d'abord. Non, vous ne devez pas arrêter le traitement. Vous devez voir votre médecin psychiatre. Il va vous interroger tranquillement. Il va vous examiner. Il pourra réduire la dose du traitement si tout va bien. Mais jamais vous devez l'arrêter. Si vous l'arrêtez, vous allez souffrir. Mais si vous le prenez, vous allez être parfait. Comme si vous n'avez aucune maladie. Vous voyez? Et n'ayez pas honte d'avoir un médicament à long terme. Il suffit de faire des analyses pour savoir est-ce que tout va bien. C'est-à-dire le foie marche bien, les reins marchent bien. Ok? Vous devez poser cette question, monsieur, à votre médecin et tout ira bien, Inch'Allah. Les deux, très bien. Donc vous n'avez pas de problème avec vos parents. Très bien. Vraiment, il n'y a pas de règle générale à appliquer sur les gens pour savoir qu'ils sont bons ou pas. Bravo. Il ne faut jamais se demander cette question, se poser cette question. À un certain moment, vous allez arriver à un stade où vous n'allez même pas vous poser la question est-ce que cette personne est toxique ou pas. Alors, monsieur Abdel, vous avez passé 2 ans dans un milieu de travail. Vous n'aimez pas votre directeur parce que vous le trouvez toxique. On a traité un point très important, on a évoqué un point très important, c'est le jugement. Vous devez avoir un jugement très objectif de ce qui se passe entre vous et votre directeur, premièrement. Et si le directeur a un problème dans son capital humain, dans son enfant intérieur, s'il a un problème de psychologique, par exemple, mégalo, je sais pas moi, ou un problème sentiment d'infériorité et qu'il veut ridiculiser les gens, ça c'est un autre sujet, ben, c'est à lui de gérer ça. Ok? Nous, on ne sait rien sur l'autre partie. Il est toxique, il a un frein. Tu peux freiner ton directeur. Comment? Premièrement, tu dois être professionnel à 100%. Même en étant professionnel, tu vas souffrir parce qu'il y a des directeurs qui ne sont pas professionnels et qui n'aiment pas ce type de gens. Et surtout toi, et surtout vous, vous avez passé 2 ans avec lui. Donc si vous changez, vous êtes malhonnête. Avec tout le monde, quand tu changes, quand tu évolues, ils n'aiment pas ça. Donc l'évolution doit être très progressive. Donc quand tu changes et que ta famille n'accepte pas ton changement, tu dois aller étape par étape, très progressivement. Voilà pourquoi le médecin, il ne veut pas tout traiter. C'est pas comme les coachs. Il te dit non, allez, arrête tout type de liaison, tout lien avec tes parents, ils sont toxiques, machin. Non. Le médecin, il prend son temps. Il n'y a pas le feu. Je ne peux pas te dire ta maman est manipulatrice, ton père est toxique. Non. Ça n'a aucun sens parce que je sais que tu vas souffrir. Donc, je vais répondre brièvement à M. Abdel, comme ça je vais, parce que moi j'aime bien prendre mon temps et lui il attend la réponse, vous voyez. Alors M. Abdel, pour répondre à votre question très pertinente, mon directeur est toxique, vous avez passé 2 ans avec ce monsieur, ok. Vous devriez avoir, il y a bien longtemps, depuis votre premier salaire, vous devriez normalement faire des consultations chez un médecin psychiatre, pas pour prendre des médicaments, vous n'êtes pas malade, mais pour traiter l'enfant intérieur et découvrir qu'est-ce que tu avais dans ton petit cœur, dans l'inconscient, et qui n'est pas encore extériorisé. Toi, tu as oublié tout ça, tu as l'impression que tu as oublié, mais quand on te fait de l'hypnose, bien guidée par le psychiatre, tu vas découvrir que tu n'as pas oublié des choses. Voilà pourquoi les rêves sont importants. Quand on fait un sommeil réparateur, on fait des rêves, donc on soulage un peu notre inconscient, et puis c'est bon pour la santé. Vous voyez? Donc premier salaire, les gens, les gars, s'il vous plaît, votre premier salaire doit être utilisé pour faire des cadeaux à vos parents parce qu'ils ont passé toute leur vie à t'enseigner, à t'éduquer, à dépenser de l'argent pour vous. Et puis, tu dois prendre soin de ta santé psychique et mentale parce que tu as passé de longues années d'études. C'est pas facile. Pour avoir le bac, tu as passé 12 ans. 12 ans d'études.
C'est énorme quand même. Et puis tu entames quelque chose de nouveau. Donc tu dois avoir de la confiance en soi. La confiance en soi, tu l'as consommée. Tu as fait peur. Tu cherchais un boulot, tu cherchais de l'argent. Pour être honnête, on cherche de l'argent quand on a un diplôme. Donc tout ça, tu avais tout ça dans ta tête. Et tu n'avais pas les moyens pour faire une petite pause. Moi, j'ai fait une pause d'1 année avant de travailler. Je travaillais, je faisais des remplacements et tout. Mais j'ai fait une pause d'1 année. Pourquoi? Parce que la médecine est difficile. C'est pour ça que j'ai une mentalité un peu différente des gens. J'ai pris 1 année pour moi, c'est-à-dire je m'aime. J'ai fait une déclaration, une réclamation, un témoignage, un certificat. J'ai déjà montré à moi-même que je m'aime. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, je comprends. Donc tu passes toute ta misérable vie à travailler, à bosser, à étudier et tu as peur. H24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Toute ta vie, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de mourir. Tu vas mourir tôt ou tard. Tu as peur d'être fauché. Tout est écrit. Pour nous les musulmans, tout est écrit. Et si tu es fauché, il est où le problème? Tu vas vivre, tu vas découvrir une expérience. Ne pas avoir un sou sur toi. Donc, la mentalité de la peur, ça tue. D'accord? Premier salaire. Tu as passé 2 ans dans un travail. Tu n'as pas pensé à faire des consultations. Je t'invite, je vous invite, monsieur Abdel, à prendre un rendez-vous demain matin avec votre médecin généraliste, premièrement. Vous allez faire une consultation. Oubliez votre directeur. Il n'est pas toxique, votre directeur. Il n'est pas toxique. Il y a un malentendu entre vous et lui. Vous avez passé 2 ans chez lui, vous avez changé, mais lui, il ne sait pas que vous avez changé. Il ne sait pas. Pour lui, il s'est habitué à un petit fœtus, si vous voulez, dans le domaine du travail. 2 ans avec le directeur, mais 10 ans de travail. Ah, d'accord, 2 ans avec le directeur. Je vais vous donner un petit conseil. Permettez-moi juste de répondre à quelqu'un. Je pense qu'on a posé une question. Merci, je me suis habituée de visiter le docteur psychiatre, mais depuis 1 an, je n'ai pas visité. Ah non, c'est pas bien, monsieur Khalifa. Le psychiatre, on en a tous besoin en permanence, ok? Je veux savoir quelques informations sur les médicaments. Non, on peut rien donner, monsieur. Non, non, c'est pas normal. C'est pas normal de demander des informations par rapport à un médicament. C'est pas normal. Même un médicament très simple, pour vous, par exemple, la paracétamol, c'est-à-dire Doliprane, c'est pas bien parce que Doliprane peut très bien te pousser. C'est très toxique pour le foie. On peut très bien être obligé de faire une transplantation du foie carrément à cause de Doliprane. Vous voyez? C'est très dangereux les médicaments. Ne soyez pas, s'il vous plaît, et essayez de vous aimer. Montrez à vous-même que vous aimez. Prenez votre rendez-vous, demandez la permission à votre chef et allez voir votre psychiatre tranquillement. Il va ajuster les doses et tout ira bien. Mais n'arrêtez pas le traitement de la schizophrénie. Et essayez de faire des séances, comme ça va au moins vous aider à aider votre psychiatre à réduire les doses de médicaments. C'est comme quelqu'un qui veut freiner de fumer. On ne s'arrête pas de fumer brusquement si vous voulez. Oui. 2 ans, très bien. Alors, vous avez passé 2 ans avec le même directeur. Vous avez senti qu'il est toxique. Très bien. Est-ce que vous avez déjà vu un psychiatre pour lui dire « Bonjour, monsieur le docteur, moi, je ne veux pas prendre de médicaments. » Ou le médecin généraliste. Moi, je ne me sens pas à l'aise. Est-ce que vous avez déjà fait ça, monsieur Abdel? Est-ce que vous êtes déjà parti chez un médecin pour lui dire « Bonjour, docteur, je ne me sens pas à l'aise. Je suis fatiguée. » Non, très bien, bravo. Essayez de penser, hein, je ne vous ordonne pas, essayez juste de penser à partir chez un médecin, ok, généraliste, pour lui dire, docteur, je veux juste connaître mon corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Juste le fait que quelqu'un te prenne, par exemple la pression artérielle, le poids, te fait un examen abdominal, mets le stéthoscope sur ton thorax, mets le stéthoscope pour faire une auscultation cardiaque.
Juste le fait d'examiner les conjonctives, c'est-à-dire les yeux, à l'intérieur l'extérieur des yeux, les conjonctives en appuyant sur les paupières inférieures et tout, tout ça, tout ça, ça aide les gens à se sentir confiants en eux, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris soin d'eux et parce qu'ils méritent cette importance. Ok? Il y a des gens qui n'attendent pas l'attention des gens, qui ne font rien pour attirer l'attention des gens. Pourquoi? Parce qu'ils prennent soin d'eux. Quand tu prends soin de ta santé, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour qu'il prenne soin de toi. Même dans tes relations personnelles, tu ne seras pas quelqu'un qui est dépendant. Tu seras quelqu'un de confiant. Pourquoi? Parce que tu t'aimes. C'est une affirmation. C'est une preuve que tu t'aimes. Le médecin généraliste, vous allez lui dire, par exemple, docteur, s'il vous plaît, je souffre, j'ai un directeur qui est toxique. Mon Dieu, mais vous avez le droit de tout raconter à un médecin généraliste. Vous lui dites clairement, je suis dérangée par mon directeur, je l'aime pas, je le déteste. Comme ça, n'ayez pas honte de dire ça au médecin. On est habitué à écouter ces témoignages. Docteur, je déteste mon directeur. Ok? Et lui, après avoir fait un examen et un interrogatoire et tout, il va avoir des informations que moi je ne peux pas avoir à travers mon live. Ok? Il est impossible de faire un diagnostic à distance, correctement. Il est impossible. Même si le diagnostic est correct, la logique n'est pas correcte. D'accord? Donc ne faites jamais confiance à ce que quelqu'un vous dit à distance. Vous allez faire confiance à ce que la personne en face de vous vous dit. Je me rappelle très bien quand un professeur nous a dit, plusieurs professeurs nous ont dit que toi tu es étudiante en 6e année ou en 7e année, tu connais plus le patient que tu as examiné que moi, professeur, même si je suis professeur. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as examiné le patient. Alors, quand tu vois un professeur vraiment très compétent et capable de mettre le diagnostic mieux que moi, étudiante en 6e année ou en 7e année, et il te dit clairement, avec un esprit sportif, tu es la mieux placée pour juger parce que c'est toi qui as examiné. Ça s'appelle respecter, ça s'appelle être respectueux. Donc, monsieur Abdel, la personne qui va t'examiner ou le médecin généraliste qui va t'examiner, c'est à lui seul de répondre à tes questions. Deuxièmement, il va pouvoir, et je sais pas, ça dépend, t'orienter à un médecin psychiatre. Quand tu vas chez le médecin psychiatre, au Maroc, une fois on entend psychiatre, on pense à quelqu'un qui est agité, qui s'auto-agresse, qui agresse tout le monde. Et ça, c'est pas normal. Tu es fou, non. Tu n'es pas fou. Et même si tu es fou, il est où le problème? On a tous le droit d'être fou. Il est où le problème? Si un jour je deviens folle, ben je vais me faire soigner. Il est où le problème? N'ayez pas peur des gens. Déjà, le fait d'avoir peur de visiter un psychiatre, c'est une indication à voir un psychiatre. Pour lui dire, bonjour docteur, j'ai honte de venir faire une consultation chez vous. Il va vous dire, moi je suis médecin psychiatre et je vois régulièrement mon psychologue. Vous voyez? Tous les médecins normalement doivent voir régulièrement un psychiatre ou un psychologue. Parce que c'est pas normal d'être médecin et de ne pas souffrir. On n'a pas le droit de vivre comme les autres. Nous, les médecins, les juges, les avocats, les colonels, les gens de la police et tout, on n'a pas le droit d'être avec une personne normale. On doit chercher des partenaires et des amis très joyeux. Vous voyez? Alors, quand vous allez partir chez votre psychiatre, la première chose que vous allez lui dire, vous allez vous exprimer librement. Vous avez le droit de tout dire. Vous avez le droit d'être vulgaire. Rappelez-vous bien, vous avez le droit de parler en utilisant des termes très vulgaires avec le médecin. C'est votre droit. Moi,
Cette semaine, il y avait une dame qui est venue me voir. Elle était dans un état vraiment bon, très misérable et tout. Et à la sortie, elle était très à l'aise. Elle est sortie en riant parce que moi, je fais du théâtre et je manipule les gens. Hein. Et voilà pourquoi je faisais des lives en arabe, même si ça a touché ma réputation chez les gens qui sont pas très bien cultivés sur le plan médical et tout. Mais moi, j'en profite. Moi, je fais des trucs très sympas et extraordinaires au cabinet grâce à ce que j'apprends de vous. Alors, cette dame, elle m'a dit qu'une proche l'a insultée. Elle m'a dit le terme qu'elle a utilisé pour l'insulter. Le terme était en darija, en arabe marocain, et dialecte marocain. Et puis c'était très vulgaire. Moi, ça m'a fait ni froid ni chaud. Parce que ce qui m'intéressait, moi, c'est quoi? C'est de connaître et d'avoir une idée sur l'état d'agressivité et de violence verbale dont ma patiente a été victime. Donc, si la patiente ne me raconte pas, ne me rapporte pas exactement ce qu'elle a entendu comme insulte de la part de sa proche, moi, j'allais croire qu'elle exagérait. Donc, on ne peut pas juger quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, tu dois tout t'exprimer à ton médecin. Quand tu mens à ton médecin, quand tu sais d'embellir les choses, tu vas souffrir. C'est toi qui vas payer le pot cassé. Le médecin va te payer. La secrétaire va avoir son salaire, va toucher son salaire à la fin du mois. Et toi, tu vas continuer à mentir à ton médecin pour lui montrer que tu es quelqu'un de bien, alors que le médecin, ça ne lui fait ni froid ni chaud de savoir si tu es poli ou pas. C'est pas son affaire. On a appris à la faculté de médecine que on n'a pas le droit de juger les gens, qu'ils soient vulgaires, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient athées, qu'ils soient, je sais pas moi, qu'ils soient psychopathes, qu'ils soient impolis, qu'ils soient criminels. Ce n'est pas notre affaire. Donc toi, tu gâches, tu dépenses ton argent et tu gâches toute ta vie quand tu mens à un médecin ou quand tu veux lui montrer une image qui n'est pas vraie, parce que lui, il fait un effort pour oublier tes problèmes. Il note tout sur le dossier, il lit tout sur tout ce qui est mentionné. Il part chez un médecin psychiatre ou un médecin psychologue pour apprendre l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire ne pas souffrir à la place des patients, tout en continuant à les aider et à les aimer. Ok? Et toi, tu gâches toute ta vie pour montrer au médecin que tu es classe. Donc la vraie sensibilisation, ce que je veux faire moi à travers mon live, c'est de montrer aux gens que vous pouvez améliorer votre vie rien qu'en profitant d'un professionnel de santé qui est bien formé pour le faire. Mais malheureusement, les gens ont honte de le voir. Donc, Monsieur Abdel, ce que je vous invite à faire, c'est de voir votre médecin psychiatre et lui dire clairement, j'aime pas mon directeur. Il est, je sais pas moi, il est impoli. Il veut exploiter les gens. Il nous prend pour des esclaves. Il nous aime pas. Il nous dit pas salut. N'importe quoi, n'importe quel détail. Tous les détails, normalement, doivent être traités. Ok? Ça, c'est ma réponse. Je pense que j'ai répondu à votre question, Monsieur Abdel. Je vous souhaite un très, très, très bon courage. Et là, je vais détailler votre question. Ok? Comme ça, si vous voulez partir, on ne vous tardera pas. Parce que moi, j'aime les détails. Merci beaucoup. Je vous en précise. Moi, je vais maintenant détailler la question de Monsieur Abdel. Parce qu'il y a trop de détails, trop. Alors, il y a des commentaires que j'ai pas lus. Je souffre de nerfs et d'un gonflement du cerveau. Quelle est la raison? Gonflement de cerveau? Je peux pas vous répondre, Monsieur Khalifa. Vous m'avez réclamé que vous êtes une personne schizophrène. Qu'on n'avait pas vu votre médecin psychiatre, ça fait 1 an. Vous m'avez demandé est-ce que vous avez un traitement. Je vous ai dit le traitement. Et je vous ai demandé à votre psy pour ajuster les doses. Vous m'avez remercié. Donc peut-être que vous l'avez arrêté.
Monsieur Khalifa, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de poser cette question dans un live. C'est très nocif pour vous. Vous n'avez pas le droit de poser une question sur Internet. Si on vous a déjà dit, vous êtes une personne schizophrène. Vous devez voir votre médecin psychiatre régulièrement. Il y a un problème avec ça. Mon épouse a l'habitude de consommer une boîte de Liprane chaque mois sans l'avis de médecin. C'est pas bien. Elle doit voir son médecin généraliste. C'est pas bien ce qu'elle fait. Elle doit voir son médecin généraliste et lui rapporter tout ça. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, très bien. Je dois répondre à Monsieur Khalifa. Monsieur Khalifa, vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là, Monsieur Khalifa? Alors c'est un peu sérieux ce qu'il fait parce que il m'a dit je suis schizophrène, est-ce que je peux arrêter le traitement? Oui. Monsieur Khalifa, écoutez-moi bien. Je sais que c'est difficile pour vous d'avoir beaucoup de questions dans votre tête qui vous dérangent. J'ai essayé d'être gentil avec vous, mais il faut être professionnel avec les gens. Il ne faut pas être gentil uniquement, non, il faut être honnête. Alors pour être honnête, je pense que le médecin vous a déjà expliqué que vous souffrez d'une maladie chronique, vous nécessitez une prise en charge correcte, vous nécessitez un soutien et un amour familial. Si vous avez quelque chose dans votre cœur qui vous fait mal, vous devez tout dévoiler à votre médecin. Si vous avez besoin de faire des séances d'écoute, des séances de traitement comportemental pour essayer de changer votre comportement, votre façon de voir les choses, si vous voulez minimiser l'effet des gens toxiques, si vous voulez développer de l'intelligence émotionnelle, tout ça c'est bien pour la santé. Il faut faire des séances avec le psychiatre ou c'est le psychiatre qui vous confie à un psychologue que lui il connaît très bien. C'est-à-dire il sait très bien que c'est un psychologue clinicien bien expérimenté dans la prise en charge des schizophrènes. Ce n'est pas un coach, ok? C'est-à-dire c'est quelqu'un de très professionnel. Et le médecin psychologue, il doit normalement travailler en collaboration avec le psychiatre et lui communiquer l'évolution de sa prise en charge. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a traité en premier, qu'est-ce qu'il envisage traiter, vous voyez? Parce qu'il y a plusieurs chapitres à traiter quand on veut traiter une personnalité des gens, une phobie, un délire, parce que les délires, c'est quand même influencé par notre système de croyances familiales et beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un de la famille doit voir le psychiatre? Le psychologue doit tout communiquer à son psychiatre, bien sûr, en respectant l'aspect confidentiel des choses. Ok? Mais si vous avez l'impression que votre cerveau gonfle, ça fait partie des signes de la schizophrénie où la personne a l'impression qu'il y a des changements dans son corps. Et cette impression, ça fait peur et ça fait souffrir. Parce que vous n'êtes pas en train de mentir, vous êtes en train de vivre ça. Si vous avez l'impression que votre cerveau gonfle ou vous avez de l'hypertension intracrânienne, vous devez absolument être vu par un médecin généraliste d'abord ou par votre médecin psychiatre. Et on n'a pas le droit d'accuser la schizophrénie, on doit examiner le patient et faire un examen neurologique pour savoir est-ce que vous n'avez pas, est-ce que c'est vrai vous avez une hypertension dans votre crâne, est-ce que vous nécessitez un scanner ou est-ce que ça fait partie des signes de la schizophrénie. Je pense, Monsieur Khalifa, que vous avez déjà traité ce point avec votre médecin. Vous avez déjà eu une sensation qu'il y a quelque chose dans votre corps qui change. Vous avez déjà eu des sensations désagréables ou qui dérangent ou qui font mal. Et
après avoir pris le traitement de la schizophrénie, les choses se sont bien évoluées et il y avait une réduction, une amélioration de ce sentiment. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez déjà discuté ça avec votre médecin psychiatre? Prière de me répondre, monsieur Khalifa. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Cette expérience d'avoir mal dans une partie de votre corps et que vous avez fait tous les examens paracliniques, la radiologie, l'échographie, le scanner et à la fin, vous n'avez rien trouvé. Et une fois que vous avez pris le traitement de la schizophrénie, vous avez découvert l'amélioration. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Je vous suis, docteur. Vous avez fini. Le chapeau, bravo. Ah, merci beaucoup. Le chapeau est très joli. Merci beaucoup. Il y a des personnes qui vont au charlatan. Ah, Fokha, charlatan pour régler leurs problèmes psychiques. Oui, ça fait mal. J'ai du mal avec les gens toxiques. Oui, j'ai déjà raconté chez lui. Bravo, monsieur Khalifa. Bravo. Alors, est-ce que vous avez compris que ce que vous êtes en train de sentir peut très bien être vrai, c'est-à-dire avoir mal à la tête? Vous avez l'impression que votre cerveau gonfle. Vous avez l'impression qu'il y a une grande pression dans votre tête. Ça peut avoir une explication qui est vraie, qui est là, qui est réelle. Donc là, on doit examiner, on peut même demander un scanner. Et des fois, ça peut ne pas être à 100% réel, qu'on peut toucher, mais c'est une sensation que due à votre souffrance, vous avez souffert de ça. Ça d'une part. D'une autre part, vous avez dit, j'ai du mal avec les gens toxiques. Alors, nous tous, monsieur Khalifa, on souffre des gens toxiques, mais on apprend à vivre avec. C'est-à-dire, on ne va plus les prendre comme des gens toxiques, mais on va développer ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle. Par exemple, c'est ce qu'on va traiter tout de suite. Donc, est-ce qu'on pourra fermer cette petite fenêtre de traitement? Est-ce que les choses sont bien claires entre moi et toi? Premièrement, je vais devoir vous mettre en garde. Je vous avertis, attention, il y a beaucoup de gens qui utilisent mon nom, mes photos, mes vidéos, et qui utilisent même les photos et les vidéos de plusieurs médecins pour arnaquer les gens. Donc, monsieur Khalifa, vous devez me promettre de ne jamais communiquer en privé avec n'importe qui se fait aller pour un médecin, parce que les médecins ne parlent pas en privé. Ils ne font pas des consultations en privé. Ce sont des criminels d'usurpation qui font ça. Donc, si vous voulez éviter les personnes toxiques, vous devez me promettre de ne jamais parler en privé avec les gens que vous ne connaissez pas sur Internet. Et même les gens que vous connaissez déjà, si vous avez leur numéro, et si vous avez pris votre numéro directement d'eux, ok, vous pouvez communiquer avec eux. Si vous continuez à connaître les gens et à faire des connaissances sur Internet, vous allez souffrir, monsieur Khalifa. Vous devez me promettre de ne jamais discuter avec les gens sur Internet. Et si vous voulez faire une consultation, c'est toujours avec votre médecin dans un établissement de santé connu et reconnu par la loi et par l'État. C'est-à-dire soit dans un hôpital, soit dans une clinique, soit dans un cabinet, avec l'enseigne et tout ce que vous voulez. D'accord? Très bien, on va fermer cette fenêtre. Je m'excuse, j'ai dû arrêter le sujet de la toxicité pour répondre à ce monsieur, parce qu'il faut protéger quand même les gens qui ont des maladies, que ce soit chroniques ou aiguës, il faut les protéger. Et prière de partager cette information, il ne faut jamais discuter ou demander de remèdes sur Internet. Pourquoi on entend souvent que les médecins sont des bouchers et ne font que gagner de l'argent? Ah ben, il faut demander aux gens qui ont dit ça. Moi, j'ai pas dit ça, j'ai pas entendu ça. Merci beaucoup, je sais, mais c'est l'occasion de vous poser des questions humaines. Oui, avec grand plaisir, monsieur Khalifa. Mais moi, j'ai eu ce réflexe parce que j'ai des patients, quand même, qu'ils ont souffert de ça.
Et même si vous trouvez, par exemple, un live en direct, il faut savoir qu'il y a des techniques. Voilà pourquoi c'est important de lutter contre l'ignorance. Moi, je ne savais pas tout ça. Mais quand on a diffusé en direct un de mes lives sur une page YouTube, Facebook que je ne connais pas, qui ne m'appartient pas, alors là, j'ai appris quelque chose de nouveau, comme quoi on peut très bien arnaquer les gens. Et puis voilà. Bon, c'était juste un conseil si vous en avez besoin. Alors, vous arrivez à m'entendre? Tout va bien, le live marche bien. Est-ce qu'on pourra avoir la gentillesse de mettre des j'aime, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi vous ne mettez pas des j'aime. Moi, ça m'aide à savoir est-ce que ça va ou pas. Et ça permet au live d'être vraiment très fort, robuste, résistant au signal. Très bien. Donc, toxicité. D'accord, voilà, ça ne pas. Toxicité familiale professionnelle. Premièrement, personne n'est toxique. On va arrêter de blâmer les gens. Il n'y a personne qui est toxique. Il y a des malades. Et nous, on a le droit d'être malade. Premièrement, on va arrêter d'avoir honte d'être malade. Si je suis malade, si j'ai une grippe, ça ne veut pas dire que c'est pas honteux d'avoir une grippe. Ben, la même chose, c'est pas honteux d'être malade sur le plan psychique. Mais pourquoi c'est honteux? Parce que toute la société est malade. Ok? Quand le ministère de la Santé te dit que 48% des gens, des Marocains sont malades, ou au moins ils ont présenté un problème de santé psychico-mentale, de type compris, confondu, donc là, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est très sérieux. Si tu arrêtes de blâmer les gens, par exemple, tu as un directeur toxique, tu vas arrêter de penser qu'il est toxique. Tu vas partir chez lui et tu prends un café avec lui, ou tu vas lui dire, sans prendre un café, tu prends un rendez-vous, tu passes chez la secrétaire et tu vas lui dire, bonjour monsieur le directeur, oui bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on pourra discuter un petit moment? Oui. Pourquoi on veut discuter? Pour résolution de conflit. Ah, il va te dire, non, il n'y a pas de conflit entre moi et toi. Ça, c'est la réponse la plus politique, si vous voulez, et diplomate. Oui, monsieur le directeur, je sais qu'il n'y a pas de conflit. Mais moi, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous m'avez traité de telle façon et moi, je n'ai pas apprécié. J'ai fait un effort pour m'améliorer et ça n'a pas donné de résultat. J'ai fait un effort pour être professionnel et ça n'a pas donné. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez essayer de demander des conseils? On m'a dit Hassan II, que son âme repose en paix, il a dit l'homme sage vient chercher des conseils, les armes on en trouve partout. Ok? Donc juste le fait de juger les gens toxiques ou pas toxiques, c'est déjà très agressif. Je pense que c'est très violent comme façon de voir les choses. Si on peut un peu atténuer l'importance et la toxicité et ces tensions, c'est déjà merveilleux. Ok? Vous êtes là, monsieur Abdel, qui a posé la question du directeur toxique. Demain, si tu parles demain avec ton directeur, tout le monde va dire à ton directeur qu'il était... Abdel a tout dit à la docteur Asma. Oui, très bien. On va faire comme si le directeur n'est pas méchant, n'est pas toxique, que tout va bien, et qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre, quelque chose X que tu ignores, et ce monsieur peut très bien t'aider à le découvrir. Ok? Et ce directeur, tu n'es pas obligé de rester toute ta vie avec lui. Tu as passé 10 ans de travail, 8 ans ailleurs et 2 ans avec ce monsieur. Tu as évolué, et quand on évolue, normalement, on doit changer de grade. On doit évoluer. Si j'étais un simple personnel, je dois devenir directeur. C'est ça la normale. La normale, c'est d'évoluer. C'est d'avoir un autre grade. Si la société où tu travailles ne te donne pas un autre grade, tu dois le chercher ailleurs. C'est-à-dire, si tu trouves une augmentation de salaire de 1000 dirhams, fonce. Mais pourquoi les gens n'ont pas cette capacité de changer? Parce qu'ils ont un problème de zone de confort. Le vrai sens de zone de confort, ce n'est pas ce que je vois moi dans les lives des coachs. Excusez-moi, monsieur et madame les coachs, mais sincèrement, vous avez gâché, vous avez grillé toute une société. La zone de confort, c'est quoi?
Mais si tu sors dans ta zone de confort, tu vas tomber dans l'inconfort. Ok? Donc il faut arrêter de dire aux gens sortez de votre zone de confort. Sortez vers où? Tu demandes à quelqu'un de sortir. Mais sortir déshabillé. J'ai des chaussons, j'ai des claquettes à Havaianas. Tu me demandes de sortir de ta zone de confort, sortir de la maison avec mes claquettes. Mais c'est pas normal. Il faut d'abord avoir des chaussures adéquates pour sortir. Ça neige, ça pleut. Ok? Donc tu me demandes de sortir de ma zone de confort. Comme ça. Mais je peux très bien me déprimer. Arrêtez de demander aux gens de sortir de leur zone de confort. S'ils étaient capables de sortir de leur zone de confort, ils l'auraient fait sans toi, sans te demander ton avis. C'est illogique et c'est très mauvais pour la santé de demander à quelqu'un de changer. Il est incapable de changer. C'est pour ça qu'il est là. Il a besoin de toi, il a besoin d'aide. C'est un petit enfant. Il a un petit enfant au fond de lui. Est-ce que tu peux demander à un enfant de voyager de Casablanca à Tanger? Bien sûr que non. Et c'est illégal quand même. Donc, arrêtons de penser ainsi. Il faut qu'il y ait quelqu'un très gentil, très doux avec toi qui va t'accompagner, qui va prendre ta main et qui va t'accompagner petit à petit. Le changement brutal est très nocif pour la santé. Il ne faut pas changer brutalement. Si tu veux changer brutalement, si tu veux couper les liens brutalement avec les gens toxiques, si tu veux couper les liens brutalement avec ta famille toxique, tu vas souffrir et tu vas tomber dans une catastrophe. Donc, premièrement, on va parler avec le directeur. On va lui demander, s'il vous plaît, je veux parler avec vous. Dans le secteur public, ils changent les directeurs maximum 5 ans. Ah, mais vous travaillez dans le secteur privé, non? Moi, je ne parle pas du travail public parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec l'État. Non. Ah, très bien. D'accord? Donc, on va parler d'une façon très générale. Je suis très honnête, hein, je ne veux pas avoir des problèmes. En général. Quand on travaille chez quelqu'un, il a une impression. La première impression, est influencée par les 10 premières secondes de votre première rencontre. Les 10 premières secondes où il vous a aperçu. Il va avoir une impression. Cette impression ne va pas changer. Ok? C'est difficile de la changer. Donc toi, après 2 ans de travail dans une boîte, dans un service ou dans un établissement, je ne sais pas moi, c'est sûr que tu as changé. C'est sûr que tu es devenu plus mature, plus confiant. Bien sûr, si tu n'as pas un problème de drogue ou je ne sais pas moi, ou de problème mental ou psychique. Après avoir passé 2 ans dans un travail, tu vas changer. Le directeur ne va pas changer cette première impression. Tu dois avoir contact avec un autre directeur qui va te voir pour la première fois de sa vie. Et chaque jour, tu vas prendre ton directeur pour quelqu'un que tu viens de le voir pour la première fois. Ça, c'est le summum de l'intelligence émotionnelle. Mais tu dois être capable de le faire. Si tu n'es pas capable, tu dois réclamer à ton médecin que tu n'es pas capable. C'est simple. Il ne faut jamais avoir honte de dire à un médecin « je suis faible ». Parce que lui, il est là, il a une autorisation pour te traiter et pour traiter les gens faibles. C'est pas honteux, c'est pas la fin du monde. Tu n'es pas médiocre, tu n'es pas idiot, ce n'est pas un crime d'être faible, ok? En médecine, ce n'est pas un crime d'être faible. Ce n'est pas malheureux d'être faible. C'est normal. C'est une réaction qui est très humaine, qui est très normale. S'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais senti faible, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal. Ok? Si tu n'as jamais eu peur, tu n'es pas normal. Pourquoi? Parce que quand tu sors de ta zone de confort, tu as peur. Et c'est la peur qui va t'aider à évoluer. Et si tu n'as jamais eu peur, ben c'est-à-dire que tu n'es pas normal. Ok? Comme a dit une dame d'affaires, une grande femme d'affaires française qui vit en Suisse, elle a dit que si tu n'as pas peur, c'est-à-dire que tu es un psychopathe.
Parce que ce sont uniquement les psychopathes qui tuent des gens et qui n'ont pas peur. Ils tuent le premier, le deuxième, le troisième, le 18e. Vous voyez? Donc la peur est normale. Tu as un directeur qui est toxique, tu vas lui parler. Tu vas lui dire bonjour docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes toujours fâché, la façon dont vous traitez, est-ce qu'il y a moyen de discuter? Est-ce qu'il y a un problème professionnel qu'on peut gérer? Il va te dire non, j'ai pas de problème avec toi, non, c'est juste le travail ou des professionnels. Ok, très bien. Moi, si j'étais à ta place, j'allais agir autrement. Mais moi, c'est pas toi, ok? Je peux pas partager avec toi ma réaction, mon éventuelle réaction. Pourquoi? Parce que moi, si jamais j'ai un directeur qui est toxique, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le séduire. Non, 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 non. Je ne vais pas le séduire avec un décolleté, non. Je vais le séduire avec de l'argent, avec un gain. Parce que les directeurs, ce qu'ils cherchent, c'est la réussite de leur profession. C'est la réussite de leurs affaires. Tu es un manager, ce qui compte pour toi, c'est le chiffre d'affaires. Point. Tu travailles dans le secteur privé, ce qui marche pour toi, c'est de réussir les projets envisagés et planifiés. Donc, il y a un centre d'intérêt. Il y a quelque chose qui intéresse le directeur. Si tu veux séduire un directeur, tu dois connaître qu'est-ce qu'il cherche. J'ai déjà parlé avec une dame très sensible, très sentimentale, qui n'était pas à l'aise dans son travail et qui ne comprenait pas son directeur. Elle avait le même problème. Elle dit que le directeur ne la respecte pas, ne connaît pas ses compétences, ne reconnaît pas ses compétences. Le problème qu'elle avait, c'est qu'elle ne comprenait pas que dans la tête d'un directeur, d'un manager, d'un entrepreneur, la seule chose qui circule quand il est au travail, c'est l'argent et la réputation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors là, ce qui vraiment fait mal, c'est qu'on trouve encore des gens dans le milieu de travail qui font attention aux sentiments. C'est grave. Si tu utilises tes sentiments, tu ne dois pas travailler. Tu dois rester chez toi, caresser la tête de ta maman et ta maman va caresser tes cheveux ou ton tronc, je ne sais pas moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Répondez-moi, c'est pas très réactif ce soir, aujourd'hui. Continuez s'il vous plaît. Marhaba. Oui, je vous ai juste donné... Alors, monsieur Sef, je suis vraiment désolée, mais il n'y aura plus d'arabe. J'étais menacée, ça y est, c'est terminé. Alors, dans le milieu de travail, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu pars à la société? Beaucoup de gens sont en permanent conflit avec leur patron, leur supérieur, et des fois, ils osent dire et juger les gens comme étant des manipulateurs et des personnes toxiques. Tu juges ton collègue. Pourquoi le directeur aime mon collègue et ne m'aime pas? Pourquoi le directeur est très gentil avec mon collègue et n'est pas gentil avec moi? Mon Dieu, mais pourquoi pourquoi le manager a créé cette entreprise, à votre avis? Le pouvoir de l'argent, c'est du tout le monde. Oui. Oui, vous avez raison. Pourquoi on remarque que plusieurs docteurs... Monsieur, vous êtes là pour insulter les docteurs, je vais vous bloquer. Monsieur, madame, déjà un faux compte. Alors, je vais vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous devez voir un médecin psychiatre. Et moi, je ne suis pas psychiatre. Vous êtes là pour insulter les médecins Tu ne pourras jamais avancer avec des gens comme ça. Elle veut insulter les médecins, laissez-moi tranquille, laissez-moi continuer
mon analyse. Alors, je pense que c'est très morbide et c'est très mauvais et c'est très nocif de trouver des gens dans le milieu de travail qui continuent à parler des émotions. C'est pas normal. Tu veux attirer l'attention de ton manager. Tu veux que ton manager te fait une belle remarque. Tu veux que ton manager te fait un compliment. Moi, dans le milieu de travail, je ne veux que le respect et l'argent. Dans le milieu de travail, on travaille pour avoir de l'argent. Point. Vous ne dites rien, vous parlez de vide. Je dis rien, moi je parle pas, moi je réalise. Alors là, je vais vous bloquer. Là, c'est pas du vide. Écoutez-moi très bien. Ce que vous n'avez pas appris à l'université et à la faculté, les gens qui souffrent de ça, de la toxicité dans le milieu professionnel, ce que vous n'avez pas appris et que vous devez absolument apprendre avant de développer une dépression, c'est que vous êtes dans une société pour avoir de l'argent et pour ramener de l'argent. Vous êtes là pour travailler pour quelqu'un pour qu'il devienne riche. Ok? Donc, tu fermes ta gueule. Je suis vraiment désolée, mais tu dois garder ça dans ta tête. Je suis dans un milieu professionnel, je ferme ma bouche. Je travaille. Je porte de beaux vêtements, pas riches, mais classe, mais simples, élégants, simples, propres, bien repassés. Je prends ma douche tous les jours. Je montre pas mes problèmes. Je partage pas mes problèmes dans le domaine professionnel. Je prends pas, je vais pas au bain au sauna avec mes collègues. Je prends pas ma bière avec les collègues. Je partage pas mes relations intimes avec mes collègues. Et puis voilà, c'est terminé. Si tu veux créer une famille dans ton milieu professionnel, cela veut dire que tu es malade. Donc soit tu admets que tu es malade et pas d'émotion. Oui, pas d'émotion. Si tu veux pas admettre que tu es malade et que tu as un manque affectif et tu le cherches dans le milieu de travail, c'est-à-dire que toi, tu mérites être malade. Alors là, pourquoi je suis devenue très étanche avec vous? Pour que vous sachiez combien c'est horrible ce que vous faites. Dans un milieu de travail, pourquoi la doctoresse a dit si je cherche une relation familiale, des liens familiaux, la chaleur familiale dans un milieu de travail, je mérite la souffrance. Pourquoi elle a dit ça? Est-ce que je mérite la souffrance? Bien sûr que vous ne méritez pas la souffrance. Mais vous l'avez méritée. C'est-à-dire que vous avez créé une relation cause à effet qui est très logique. Tu cherches des frères dans ton milieu de travail, tu vas être trahi, tu vas être déçu, tu vas souffrir, tu vas être choqué. Mais c'est toi qui as mérité ça. On travaille pour l'argent. On part au boulot pour l'argent. Et si tu veux avoir beaucoup d'argent, tu dois être un leader. Et pour être leader, tu dois apprendre. Et pour apprendre, tu dois passer sous des leaders et des boss. Tu veux pas tout ça, qu'est-ce que tu veux? Que toutes les créatures t'aident à être fort, c'est pas normal. De l'empathie. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Il y a une femme bien cultivée, entre parenthèses, parce que c'est très relatif, bien scolarisée, qui travaille dans un milieu respectueux et tout. Je me fais souffrir. Pourquoi je vous fais souffrir, monsieur? Il y a un monsieur qui souffre à cause de moi. Pourquoi, monsieur? Qu'est-ce que je vous ai fait? Alors,
restons concentrés sur la toxicité professionnelle. Donc, on a dit que les émotions n'ont pas de place dans le milieu de travail, mais on a besoin du respect, ok, du professionnalisme et des bonnes manières. Respect, professionnalisme et les bonnes manières. Ok, mettez des j'aime s'il vous plaît si le live marche bien. Est-ce que le live marche bien? Encore une fois, pas de j'aime, il n'y a pas de réponse. Il faut attendre et faire des pauses avec ça. Oui, ركزنا الله يحفظك. Tu veux pas souffrir dans le milieu de travail. Premièrement, tu dois faire peur aux gens. Moi, je parle des gens qui travaillent au Maroc. Parce qu'au Maroc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la gentillesse, qui ne comprennent pas l'honnêteté, qui ne comprennent pas le professionnalisme, qui ne comprennent pas la courtoisie, qui ne comprennent pas la loyauté. Il y a beaucoup de gens qui ne croient que la peur. Tu leur fais peur, ils te respectent. Point. Point à la ligne. Donc toi, tu dois faire peur aux gens. Comment faire peur aux gens? C'est d'être mystérieux. C'est de garder le silence. C'est de ne rien partager. Et c'est étape par étape. Par exemple, moi, actuellement, je suis devenue dangereuse et non pas intelligente sur le plan émotionnel. Je suis devenue dangereuse. Super, merci beaucoup, Stéphanie. Tu ne veux pas souffrir dans le milieu de travail. Mais il y a des gens qui te font souffrir. Tu veux être professionnel, on t'empêche d'être professionnel. Par exemple, permettez-moi de continuer l'histoire que j'allais vous raconter par rapport à la dame qui travaillait dans un milieu de travail très respectueux et tout. Et puis, une de ses copines au travail lui a demandé de l'aider en prenant un crédit bancaire. Elle lui a dit que c'est moi qui va payer le crédit. Chaque mois, je vais payer le crédit, ok? En partie. Et la dame a cru. Pourquoi? A cru à ses paroles. Pourquoi? Parce qu'elle voulait l'aider. Elle avait un problème. Je pense qu'elle a déjà fait un crédit. Elle a déjà fait le rachat. Elle a un problème. Elle lui a dit que dans 15 jours, j'allais récupérer un truc. Je sais pas, une somme d'argent. Et rien de ça n'était vrai, donc la dame a été obligée de passer pendant 10 ans, je pense, ou 5 ans, je ne me rappelle pas très bien. Et elle a été obligée de payer le crédit qu'elle a pris pour le donner à sa copine. Ça, c'est du n'importe quoi pour vous. Mais si on cherchait dans la tête de cette dame, qu'est-ce qu'on allait découvrir? On allait découvrir quelque chose de très simple. Pourquoi toute cette naïveté? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette dame a été tellement naïve? Pourquoi elle a été victime de ça? Elle a développé des maladies? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça a eu lieu? Parce que durant son enfance, elle n'a pas appris à s'aimer. Elle ne se connaît pas. Elle ne s'aime pas. Elle ne connaît pas ses limites. Elle n'a pas appris le professionnalisme. Elle a mal appris l'islam. Parce que si l'islam te dit qu'il faut aider les musulmans, l'islam t'a dit c'est interdit de faire un crédit, de demander un crédit de la banque. Riba haram. Donc c'est ça l'ignorance dont je vous ai parlé. Tu es ignorant, tu vas souffrir. Tu es ignorant, tu ne pourras pas arrêter la toxicité des gens. Parce que tu es ignorant, tu baignes dans l'ignorance et dans la dépendance intellectuelle. Donc, tu n'as pas d'ennemi, on n'a pas d'ennemi. Notre principal ennemi, c'est nous. Notre principal ennemi, c'est nous. C'est l'ignorance. Lutte contre ton ignorance. Ne luttez pas contre les gens parce que vous allez avoir beaucoup d'ennemis pour rien. Vous n'allez pas pouvoir avoir des amis. Tu es mon ami, oui, mais je ne signe pas un chèque pour toi. Tu es mon ami, oui, mais je ne vais pas te donner mon cachet. Je vais te dire non, je ne peux pas te donner mon cachet. Mais je suis ton ami. Même si tu es le papa de mes enfants, même si tu es mon époux, je ne vais pas te donner mon cachet. Et si tu me le demandes, normalement, je dois
Je dois savoir que je suis avec un criminel. Si mon mari me demande un jour mon cachet, c'est-à-dire que mon mari est devenu un criminel. Point. Les choses doivent être claires. Mais ce qui se passe dans la tête des gens, c'est que les choses ne sont pas claires. Tu n'as pas d'étanchéité dans tes idées. Pourquoi? Parce que quand tu étais petit et que tu devrais normalement savoir si c'est blanc ou noir, si c'est marron ou vert, tu étais là juste pour obéir au professeur, à la maîtresse, aux parents. Tu as été puni. Donc la punition, c'est pas bien pour la santé des enfants et pour leur avenir. Tu es puni, tu sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Il faut jamais punir. Il faut jamais. Cette culture de punition, c'est une culture d'agressivité que tu télécharges dans l'esprit des gens. La plupart de nous ont fait un mauvais départ, mais après on découvre que c'était naïf. Oui. Alors, tu veux mettre fin à la toxicité, tu dois communiquer. Tu dois avoir l'audace. Dans la deuxième partie de la manipulation, de l'œuvre de la manipulation, il y avait une coach qui était là, qui m'a dit je vais me retirer. Pourquoi elle s'est retirée? Elle devrait rester et régler le problème, et le problème est réglé. Il ne faut pas se retirer. Il faut aller jusqu'au bout. Et si tu veux garder le silence, si tu ne veux pas répondre parce que les gens sont tellement idiots, bah tu dois assumer. Ok? Vous pouvez comprendre l'histoire en regardant la rediffusion de la manipulation, partie 2. Tout à fait, l'éducation est primordiale. Bravo. Donc si tu veux résoudre n'importe quel problème, que ce soit avec ton partenaire, avec tes enfants, avec je sais pas moi, c'est simple, hein. Il faut avoir de la patience, il faut traiter son enfant intérieur. Et si tu veux pas connaître, et si tu veux pas, si tu crois que c'est du n'importe quoi ce que je dis, ben encore une fois je vais te dire que c'est toi qui as mérité la souffrance. C'est très haut. Ce que je suis en train de vous parler, c'est très haut, hein. C'est vraiment, ça demande un très grand recul et beaucoup d'expérience dans la vie pour comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu n'y crois pas, eh ben, tu as le droit de souffrir tranquillement. C'est toi qui as choisi la souffrance. La douleur peut être inévitable, mais la souffrance est un choix. Vous voyez? Les gens qui travaillent avec toi sont toxiques. Tout le monde est toxique. Je vais vous donner de petits exemples de toxicité professionnelle que tu peux très bien gérer tranquille. Tu viens la première fois, tu travailles. Bonjour, vous êtes la nouvelle assistante? Oui. Bonjour, bienvenue parmi nous. Ah, merci, c'est gentil. Tu veux un café? Je t'offre un café. Ah, merci beaucoup, je ne bois pas de café. Chantan, je ne bois pas de café. Ah, tu vas alors dicter. Ah, non, merci beaucoup, je suis un régime. Ah, d'accord. Donc, je suis un régime, c'est-à-dire que c'est terminé l'histoire de est-ce que vous voulez un café ou pas? Ce sont des réponses préétablies qu'on aide les gens à utiliser, mais bien sûr pas avec tout le monde, et ça se fait avec une certaine finesse. Donc, c'est normal que ça prenne du temps, ça peut même prendre des années pour apprendre à retrouver rapidement la réponse. Donc, ne te compare pas à quelqu'un qui est vraiment très évolué. Parce que c'est du n'importe quoi. Parce que ça va te pousser à perdre toute la confiance que tu as en toi. Par exemple, quand quelqu'un te dit « Non, sois confiant en toi, tu dois avoir confiance en toi, tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois regarder... » Mais mon Dieu, mais les coachs qui demandent aux gens de regarder, de se mettre face au miroir et de dire « Moi, j'ai confiance en moi ». Mais est-ce que vous avez la moindre goutte, comme on dit en arabe, de... Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Je me mouche. Docteur, tu veux boire un petit café? Bien sûr, si c'est de ta part, cher ami. Bonjour, monsieur Tarek, ça va? Vous allez bien? Pourquoi ne pas boire du café? Ah, il n'a pas compris pourquoi ne pas boire du café. Écoutez, moi, je suis accro. J'aime beaucoup le café. Ok? La dépendance. Quand je suis par exemple nouvelle dans un endroit et que quelqu'un me propose du café, je ne vais pas le boire.
Comme ça, il ne va pas me le redire. Et le jour J, où après quelques minutes, il me voit en train de boire mon café tranquillement, il va comprendre que je ne veux plus de lui, mais d'une façon très, 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 très diplomate. Le café est mauvais pour la santé. Ce n'est pas le café qui est bon pour la santé, mon frère. C'est le personnel. C'est le personnel, c'est le calras qui est dangereux pour la santé. Je te dis, merci, je ne bois pas de café. Tu me dis, ok, quand vous voulez, ma chère, quand vous voulez. Et après 15 minutes, je prends mon café tranquillement, je le paye. Si il viendra me dire que je change de place, là, d'accord. Si, par exemple, tu vas avoir peur, automatiquement, tu vas avoir peur de sa réaction quand il va te voir un jour prendre ton café. Si tu penses à prendre ton café en cachette, tu es malade. Point. Ok? Tu es malade, tu as une maladie qui s'appelle « Oh, j'ai peur, j'ai peur ». Ce mot-là, « Ah, j'ai peur, ah, j'ai craint », il ne faut rien craindre parce que tu n'es pas un esclave. Merci, je ne bois pas de café. Tu n'as pas menti, en fait, d'ailleurs, finalement. Après 15 minutes, je prends mon café. Je le mets. Et je prends mon livre. Tu dois avoir des habitudes. Moi, j'ai un livre sur moi maintenant. Si j'ai pas envie de parler avec quelqu'un, je prends mon livre. Je le lis. Et s'il me dérange, je lui dis excuse-moi, vraiment, j'ai trop aimé la discussion. Même si moi, je le trouve vraiment dégueulasse. Je lui dis oh non, j'ai trop aimé votre discussion. J'aurais bien aimé discuter avec vous. Pour ne pas mentir, j'aurais bien aimé discuter avec vous, mais je préfère continuer mon livre. Je dois continuer à lire la lecture. Comme ça, tu vas long. Et surtout, tu n'as prononcé aucun gros mot. À aucun moment, tu as été impoli. Tu lui as dit non, je ne bois pas de café. Il n'osera pas venir te dire parce que, écoutez-moi, la chronologie des choses a une grande importance. Tu ne peux pas dire ça un collègue avec qui tu es déjà sorti, il a déjà bu un verre avec toi, il est déjà parti au casino avec toi. Non, parce qu'il sait tout sur toi. Mais quand tu le fais, quand tu claques quelqu'un pour la première fois, il ne te connaît pas, il ne connaît rien sur toi, il ne connaît pas tes secrets et tout, il n'osera pas venir te dire « Ah non, pourquoi tu m'as menti? Tu m'as dit que tu ne bois pas de café et maintenant tu le bois. » Pardon, monsieur? Je n'ai pas entendu. Pardon? Non, tu m'as dit que... Non. Vous allez faire une tête comme si vous n'avez rien compris. Comme si c'était un fou. Et quand il va revenir chez les gens, ils vont dire « Ah non, elle m'a menti, tarara, tarara. » Et là, tu vas découvrir et démasquer les gens malades. Parce qu'une personne malade, il va avoir la capacité de venir te dire « Mais non, mais pourquoi tu m'as dit, pourquoi tu m'as menti, pourquoi tu m'as dit que tu prends pas ton café alors que immédiatement tu es parti chez le serveur et tu as demandé à ce qu'on te sert une tasse de café. » Mais c'est pas normal, on peut pas le faire dès le premier coup. Donc, ça se gère dès le premier coup. Mais malheureusement, ce qui se passe au Maroc et partout dans le monde, de la part des gens gentils, quand quelqu'un te propose du café et toi tu baignes dans la dépendance affective, la peur de l'abandon, tes parents sont divorcés et tu as vécu avec ton papa et tu étais loin de ta maman et tu as besoin de l'amour de ta maman. Quand quelqu'un te sert du café, tu as l'impression que c'est ta mère qui est venue pour te dire bonjour mon petit, je t'aime, et tu es en nostalgie et tu penses à ta mamie la dernière fois où elle t'a servi du café. Mon Dieu, mais c'est dégueulasse tout ça. C'est dégoûtant tout ça. Voilà pourquoi tu souffres. Et le comble, c'est que tu blâmes les gens. Pourquoi tu reproches? Mais pourquoi tu critiques les gens? C'est leur vie. Personne ne t'a obligé d'être gentil avec les gens. Tu dois être poli. Dans le secteur professionnel, tu dois être poli et professionnel. Point. Tu n'es pas là pour faire des amis. Tu n'es pas là pour faire l'amour. Et les gens qui font l'amour avec les collègues, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui. Everybody dance now. Mais est-ce que vous croyez normaux? Tu fais l'amour avec ton associé. Tu fais l'amour avec ta secrétaire. Tu fais l'amour avec un collègue. Mais tu peux être prostituée et ne pas faire l'amour avec tes collègues.
Mais il y a 8 milliards de gens dans le monde. Mais pourquoi tu veux faire l'amour absolument avec ta collègue? Mais qu'est-ce qui t'arrive dans la tête? 8 milliards de personnes dans le monde et tu n'as trouvé aucune personne pour la niquer que dans ton secteur professionnel. Mais tu es malade. Ah non, elle a de belles bouches. Elle a de belles bouches, de belles lèvres. Mais qu'est-ce que vous avez, hein? Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Dans la société marocaine, il est préférable d'éviter une invitation pour boire du café. Nishan, bravo. Mais si elle te voit boire du café après l'avoir du père, elle rigole, espèce de chitana. Chitana. Ben c'est ça ce qu'on cherche, non? C'est ça ce qu'on cherche. Dès le premier coup, il sait que... Vous voyez? J'ai plusieurs exemples, mais je vais devoir vous dire au revoir. J'ai trop aimé la discussion d'aujourd'hui. Alors tout de suite, je vais passer à une séance d'enregistrement sur ma chaîne. Et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais il faut bien répartir les choses. L'amour inconditionnel, c'est pour la famille. L'amour, c'est pour les animaux, et pour surtout le chien, et pour les amis. Il faut aimer les amis, il ne faut pas les trahir, mais il faut garder certaines limites, c'est-à-dire tu ne dois pas donner le code de ta carte bancaire ou prêter ta voiture à ton ami ou quelque chose comme ça, ou prêter même ta villa à quelqu'un. Et il faut qu'il y ait des limites. Si tu as l'impression que tes amis ne respectent pas tes limites, c'est-à-dire que ce ne sont pas des amis du même niveau que toi. Les gens qui ne sont pas du même niveau que toi sont tous toxiques. Et si toi, tu n'es pas du même niveau que quelqu'un, tu es également toxique parce que tu veux être en contact avec quelqu'un qui n'est pas de ton niveau. Ok? N'essayez pas de t'imposer, n'essayez jamais de vous imposer. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre classe sociale. Essayez d'admettre votre classe sociale. Si vous êtes pauvre, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est d'être respectueux. Ne soyez pas des arrivistes parce que l'arriviste reste toujours intrus dans sa nouvelle classe sociale. N'ayez pas ce complexe de bourgeoisie parce qu'en général, ça retentit intensément sur le côté relationnel dans le milieu professionnel. Parce qu'il y a des gens qui veulent grimper, qui veulent pas prendre les escaliers pour monter dans l'échelle sociale. Et ça, c'est très nocif pour la santé. Ta santé d'abord et celle des autres. Ok? Ne soyez pas des ingrats, ne soyez pas comme j'ai dit, des arrivistes. Et surtout, n'essayez pas de donner de l'amour aux gens. Parce que quand tu veux me donner de l'amour, moi, par exemple, je vais penser automatiquement que vous êtes un manipulateur ou vous êtes quelqu'un qui est malade, qui avait besoin d'être aimé durant son enfance ou qui avait besoin d'être aimé de sa famille, puis voilà, le manque affectif, ça prouve que tu as déjà un problème sérieux, ok? Donc, tu n'as pas à être très gentil avec les gens. Sois juste poli. Garde le sourire, n'essaie pas d'embrasser les gens, pas de câlin, ne serrez pas les collègues, vous n'êtes pas là pour faire du striptease ou du porno. Essayez de saluer uniquement par le sourire, c'est déjà parfait. Veillez sur la courtoisie et surtout restez discret. Et si quelqu'un vous raconte quelque chose de mal, donc je parle de la médisance et tout, s'il vous plaît, arrêtez de faire le petit taxi des informations. Quand quelqu'un te raconte quelque chose par rapport à une autre personne, il faut l'arrêter. Il faut lui dire j'ai trop mal à la tête, j'aurais bien aimé vous entendre, mais j'ai trop mal à la tête. Tu vas pas lui dire que tu es un médisant, que tu es un salaud. Oui, c'est un salaud, il sait très bien que c'est un salaud. Mais toi, tu n'es pas là pour faire le juge de la morale ou je sais pas moi. Ok? Sois diplomate. Quand tu vois un idiot, quelqu'un qui est très mauvais, ne lui dis pas tu es mauvais. Dis oh non, j'ai trop mal à la tête. J'ai trop mal à la tête, je dois prendre une tisane. Je m'excuse. Encore un petit point Je me suis rappelé d'un point très important. Hein. Aïe. Le domaine professionnel, vraiment, il y a trop beaucoup de choses à dire. Tu as une chaîne? Oui, ça se nomme Dr Asma Hamdouni en anglais. Merci docteur, je vous en prie. Tu vas le manquer, merci. C'est gentil.
Alors, juste un petit point. Ah, il y a plusieurs points à détailler. Si vous voulez, on peut consacrer carrément des lives pour chaque détail. Le détail, quand tu changes de look, tu vas recevoir des compliments au travail. Ça a déjà eu lieu, hein, vous connaissez très bien ce type de jeu. Tu changes de look, tu as de nouveaux collègues qui commencent à tout faire pour vous séduire. Ah, tu as un collègue qui te dit « Ah non, tu sais, depuis le jour où tu as commencé à travailler avec nous, j'ai toujours eu des sentiments pour toi, mais là, actuellement, finalement, j'ai osé te parler pour te dire combien tu me plais et tout. » Il commence son scénario « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Quand tu changes de look, normalement, tu dois avoir une immunité. Comment répondre aux compliments? Parce qu'il y a quelqu'un qui va te faire un compliment, qui va te dire « Waouh, tu es jolie ». Il y a quelqu'un qui va t'embrasser. Il y a quelqu'un qui va tirer ton sein. Je sais pas. Ok. À chacun sa façon d'exprimer la plaisance, la séduction, la provocation. Ok. Et toi, tu n'es pas là pour tout recevoir. Et il faut jamais avoir peur de la critique parce que tu vas être critiqué. Quoi que tu fais, tu vas être critiqué. Si tu veux plaire à tout le monde, tu dois être une cocaïne. C'est la drogue qui est capable de plaire à tout le monde, de rendre tout le monde satisfait. On dit merci. Champagne, on dit merci. Ça me fait rire parce qu'il y a plusieurs anecdotes. Et bon, je vais bien réfléchir et choisir un sujet très important pour vous la semaine prochaine. Il faut parler de la tolérance, il faut sensibiliser les gens par rapport à cette valeur très importante qui est la tolérance. Et pour vous dire, un thérapeute intolérant ou raciste n'a pas le droit de traiter les gens, ok? Que ça soit dans n'importe quel type ou quel domaine de thérapie ou de traitement. Tu es agréable. Merci, vous aussi, vous êtes vraiment la crème des abonnés. Je suis très heureuse. Je vous dis à la prochaine.